Le football et le sport automobile sont aujourd'hui deux des disciplines sportives les plus populaires. Et qu'est-ce qui pourrait se passer si jamais les deux venaient à collaborer? Par le passé, on a déjà eu le club anglais Chelsea qui a sponsorisé une écurie de Formule 1, c'était Sauber en 2012 et en 2013. Mais si on mélange les deux, au final, on se retrouve avec une sorte de Rocket League, des voitures qui jouent au football. Et ça, je pense que c'est pas l'idéal. Et pourtant, par le passé, on a déjà eu des clubs de football européens ou mondiaux impliqués dans le sport automobile. C'était la Super League Formula et c'est le sujet de cette vidéo. On va revenir sur cette compétition qui malheureusement n'a pas duré mais qui pourtant était une très bonne idée. Si jamais vous ne connaissez pas la Super League Formula, installez-vous confortablement. On va revenir un petit peu sur ce championnat et je vais vous expliquer comment ça fonctionnait. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, à activer la cloche et à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous plaît. Et on va tout de suite découvrir comment les clubs de foot ont tenté de s'introduire en sport automobile. Alors dans un premier temps, on va revenir sur l'idée d'avoir des clubs de foot qui font du sport automobile. Ça n'a pas tout de suite été la Super League Formula. Dans un premier temps, ça devait être le Premier One Grand Prix, un championnat lancé par un fonds d'investissement SMC Capital Investments. L'objectif était tout simplement de croiser ces deux sports afin que les différentes communautés puissent découvrir le sport de l'autre, que les fans de football s'intéressent au sport automobile et que les fans de sport automobile s'intéressent au football. L'objectif était très simple, c'était de fournir à des clubs de football une voiture très semblable à ce qu'à l'époque étaient des Formule 1 afin de représenter leur club à travers un championnat qui se déroulait un peu de partout dans le monde. La FIA s'était penchée sur le sujet, avait donné son accord sur le règlement technique et le règlement sportif et on avait des grands clubs européens au final comme Tottenham, Benfica, on avait l'Olympique Lyonnais en France et plein d'autres qui étaient partants pour participer du coup à ce championnat où on aurait retrouvé du coup tous les grands clubs européens. Malheureusement, vous vous doutez bien qu'avec un championnat pareil, entre les droits commerciaux, l'aspect financier et tout ce qui va avec, le projet a pris plus de temps, a été repoussé en 2003 et malheureusement en 2003 la société SMC Capital Investment, qui est une société d'investissement, a dû déménager de la Suisse pour aller en Angleterre et le projet est tombé à l'eau, il n'a tout simplement pas vu le jour. Et c'est en 2005 que le projet reprend vie grâce à Alex Andreu et Robin Webb qui reprennent donc le projet et qui le renomment donc la Super League Formula. Le projet est présenté à la FIA en décembre 2005, il est validé, mettra quand même 3 ans avant d'être mis en place et en 2008, on se retrouve donc avec notre toute première saison de Super League Formula. Le projet à l'époque était soutenu par Sanagol, qui est un groupe de production de pétrole et de gaz naturel en Angola. Et financièrement parlant, autant vous dire que pour les clubs de foot, c'était un truc de fou furieux. Alors avant de se pencher sur les différentes saisons, on va déjà se pencher sur le format du championnat. Au final, on nous avait annoncé des Formule 1, on se retrouve avec des monoplaces qui visuellement ressemblent à des Formule 1, mais qui ne sont pas réellement des F1. Ces monoplaces tournaient quasiment 15 secondes moins vite que les Formule 1 en termes de vitesse de pointe. On était plus proche d'une Formule Renault que d'une vraie Formule 1. Néanmoins, elles étaient quand même équipées d'un moteur V12 pour l'époque et avaient des pneus Michelin. Donc au final, ça restait quand même un championnat assez intéressant et ça restait quand même une très belle voiture. Le format du week-end était assez particulier. Il se déroulait donc sur 2 jours. Le samedi, vous aviez donc 45 minutes d'essai et une séance de qualification. La qualification avait un format assez particulier. C'était un tirage au sort pour avoir 2 groupes. Avec ces 2 groupes, on prenait les 5 pilotes les moins rapides et on les plaçait de la 9e à la 18e position. Et pour les plus rapides, ils passaient dans un format de quart de finale. On se rapproche un petit peu d'un format du football. Pour les quarts de finale, il s'agissait d'un 1 contre 1 sur la piste. Les 2 pilotes étaient séparés par 20 secondes sur le circuit. Le premier pilote du groupe le plus rapide affrontait le 4e pilote du groupe le plus lent. Le 2e pilote du groupe le plus rapide affrontait le 3e du plus lent, etc. Et ces pilotes ensuite se qualifiaient pour une demi-finale. On gardait le même principe. Le premier pilote de la demi affrontait le 2e pilote le plus lent. Le 2e affrontait le plus rapide. Et au fur et à mesure, chaque pilote était éliminé et ça déterminait du coup la grille de départ pour les grands prix. La finale en qualif se déroulait en un tour. Les 2 pilotes étaient lancés, 20 secondes d'écart. Le premier pilote partait en pole position. Le 2e était en première ligne à ses côtés en 2e place. Les courses avaient donc lieu le dimanche. On avait 2 courses. La 2e était avec une grille inversée. Donc au final, ils avaient tous la même voiture. Ça permettait un petit peu d'équilibrer le championnat. Et il faut savoir qu'à l'époque, tous les pilotes marquaient des points. Que vous terminiez premier ou 22e, vous marquiez des points. Même si vous abandonniez, il n'y avait aucun souci là-dessus. Du moment où vous preniez part à la course, vous étiez sûr de marquer des points pour le championnat. Et alors là, c'est là
là où tout l'intérêt arrive, c'est que le cash prize par week-end était de 1 million d'euros. Oui, oui, vous ne rêvez pas. 1 million d'euros par week-end au début du projet. Déjà, quand tu vois ça, bon bah, on comprend tout de suite que les clubs de football aient voulu se lancer là-dedans parce qu'il y avait un sacré cash à prendre. Et de deux, t'imagines un petit peu le modèle économique qu'il faut derrière pour que le championnat soit stable et dur dans le temps. Vous allez vite voir que ça a été très très compliqué. On va commencer du coup par la saison 2008. Pour une toute première saison, on y retrouve quand même des grands clubs européens. On y retrouve l'AC Milan, Liverpool, l'AS Roma, l'Atlético de Madrid, Tottenham, Séville, bref, des clubs qu'on retrouve quasiment en LDC maintenant. Le championnat était composé de 6 meetings. On avait donc Donington Park, on avait Nürburgring, Zolder, Estoril, Vallelunga et Jerez, donc ça fait un total de 12 courses pour le championnat. Et cette première saison a été remportée par Davide Rigon pour le club de Beingwan. Alors ça, c'était la toute première saison, on va pas se mentir, c'est pas forcément le plus grand club de foot qui a gagné la saison. Derrière, on retrouve Yelmer Burman pour le PSV Eindhoven et un certain Robert Dondos qu'on a déjà évoqué dans une certaine vidéo. Que sont-ils devenus? Lui roulait pour l'AC Milan. Donc voilà le top 3 de notre toute première saison de la Super League Formula. En 2009, le championnat continue et on a de nouveaux clubs qui rejoignent cette ligue. On a l'Olympique Lyonnais, par exemple, en club français, qui rejoint la grille. On a eu un total de 19 équipes cette année-là. On retrouve le Galatasaray ou le Sporting Portugal aussi qui viennent s'ajouter à d'autres grands noms qui étaient déjà présents l'année précédente. Et cette fois-ci, les meetings changent un petit peu. On retrouve Manicourt en France, Zolder, Donington Park toujours, Estoril, Monza et Jarama. Et petite spécificité sur cette année, on a modifié le format en ajoutant qu'on pourrait comparer à des courses de sprint en Formule 1. Alors déjà, il faut savoir qu'en 2009, les départs n'étaient donc plus à l'arrêt, mais c'était des départs lancés. On avait arrêté la procédure de départ arrêté qui, je pense, était un petit peu trop compliquée pour certains ou peut-être un petit peu trop dangereuse. Les deux courses étaient donc en rolling start et elles étaient avec un pit stop obligatoire. Entre le 8e et le 20e tour de la course, vous deviez faire un arrêt au stand. Et à ça, je viens de vous le dire, on avait rajouté une troisième course en plus sur certains grands prix. Sur 4 des 6 rounds, on avait ce qu'on appelait la super finale, une course de 5 tours qui se déroulait à la fin du week-end, prenant les 3 pilotes sur le podium de la course 1, les 3 pilotes sur le podium de la course 2, et ces 6 pilotes s'affrontaient sur une course de 5 tours qui leur permettait tout simplement de déterminer qui était le vainqueur du week-end. Alors déjà, vous allez vite comprendre un petit peu la tournure du championnat, c'est-à-dire qu'on est passé de 1 million de cash prize par week-end au début en 2008, on est passé à 300 000 l'année suivante. Donc déjà, tu sens que ça commence à être fébrile. En 2009, c'est Liverpool qui remporte la saison du coup avec Adrian Vallès. Il termine devant Craig Dolby pour Tottenham et le FC Bâle termine en 3e position avec Max Wissel. Petite mention pour l'Olympique Lyonnais qui termine 17e de cette saison en 2009. Finalement, c'était déjà pas terrible pour eux à l'époque. Mais en tout cas, le championnat fonctionnait plutôt bien malgré la baisse de cash prize forcément et la réadaptation, on va dire, économique pour le cash prize des vainqueurs. Le championnat marchait et il intéressait énormément de clubs étrangers, de clubs européens qui voulaient rejoindre donc ce projet. Et c'est ce qui s'est passé en 2010. En 2010, on continue donc ce championnat, on garde plus ou moins les mêmes règles. Certains clubs quittent la compétition, d'autres la rejoignent, comme les Girondins de Bordeaux par exemple. L'Olympique Lyonnais était toujours présent cette année-là. Et on a surtout la team Chine qui rejoint la compétition. Cette fois-ci, ce n'est pas un club, mais un pays qui vient participer aux couleurs tout simplement de la Chine. Changement de format dans sa globalité, les essais passent le vendredi. Fin des essais plus qualif le samedi. On décale un petit peu le week-end pour qu'il soit un petit peu plus léger et allongé sur la totalité du week-end. Et la super finale que je vous ai mentionnée en 2009, d'un seul coup ramène des points. Au final, c'est comme si on se retrouvait avec 3 courses dans le week-end, la course de base, la grille inversée et donc la super finale. On vous met à l'écran le barème des points pour la course super finale qui du coup maintenant était comptée comme une course entre guillemets classique. Et il faut noter aussi qu'en 2010, les DNF ne rapportaient plus de points. Si vous terminiez 18e, 19e à cause d'un accident, vous ne marquiez plus de points et donc forcément maintenant, il fallait absolument finir les courses et c'était plus autorisé d'avoir un abandon ou de perdre des points bêtement. On est sur la 3e saison de la Super League Formula et encore une fois, le modèle économique vient à évoluer. Retour du million de cash prize, mais cette fois-ci pas par week-end, mais pour l'équipe qui viendra à gagner le championnat à la fin de la saison. Donc en vrai, là ça
redevient un petit peu attractif pour certains clubs. Tu te dis, ok, si j'ai un bon pilote, si on arrive à faire une bonne saison, on a moyen de taper un très très bon résultat et de prendre un très beau billet. Ajoutez à ça, pour le vainqueur à chaque week-end, c'était 100 000 € dans la pocket, donc mine de rien, c'est un beau chèque. Si vous êtes une écurie plutôt performante, si vous avez un bon pilote, vous n'êtes pas trop mal. Et sur cette saison 2010, on a beaucoup plus de GP. On se retrouve désormais avec 12 meetings. On rappelle, on avait commencé du coup avec 6. Cette année-là, la Super League Formula s'est rendue du coup à Silverstone, à Assen aux Pays-Bas, à Manicourt toujours, Jarama, Nürburgring, Zolberg, ça n'a pas changé. Brands Hatch s'était rajouté au calendrier. On avait Adria en Italie, Portimao, Ordos qui était un circuit en Chine. Fun fact sur ce circuit, il n'a pas réellement compté dans les meetings vu qu'on a fait qu'une course là-bas parce qu'apparemment la piste était vraiment désastreuse. La Chine s'est un petit peu couverte en disant non mais nous on voulait juste tester, accueillir le championnat, voir ce que ça donne. En réalité c'est que la piste était vraiment catastrophique et que c'était impossible de rouler là-bas. Et la saison s'est terminée en Espagne du coup à Navarra pour le dernier meeting de la saison 2010. Il faut savoir qu'en 2010 on a eu 2 pilotes français que je pense vous connaissez très bien qui ont gagné une course durant le championnat. C'est Sébastien Bourdet qui lui roulait pour l'Olympique Lyonnais qui avait gagné la course 2 à Silverstone et un certain Franck Montagny. Franck a gagné une course en Super League Formula. C'était en Espagne à Jarama où il avait remporté lui aussi la deuxième course et il roulait à l'époque pour les Girondins de Bordeaux. Donc 2 petites victoires françaises mine de rien. C'est pas rien en vrai, ça fait plaisir. Comme pour la saison 2008, c'est David Errigon qui remporte donc cette fois avec le club d'Anderlecht le championnat. Il termine devant les 2 mêmes pilotes que la saison 2009. Craig Dolby termine 2e pour Tottenham. Max Wissel pour le FC Basel termine 3e. Malheureusement, les clubs français, c'est toujours pas ça. Et on arrive à la saison 2011 où là, malheureusement, ça commence à tourner au drame. En 2011, malheureusement, le format change un petit peu. Déjà, on perd quelques équipes. On se retrouve avec seulement 16 équipes sur la grille. Et les clubs de foot ne représentent plus réellement le club, mais désormais un pays. Pour vous donner l'exemple des clubs restants sur cette saison 2011, on avait le PSV qui représentait les Pays-Bas, Anderlecht représentait par exemple la Belgique, on avait le Sparta Prague pour la République tchèque, Galatasaray en Turquie, Bordeaux représentait du coup la France et on avait l'Atlético de Madrid qui représentait l'Espagne. Ça, malheureusement, c'était les seuls clubs de foot qui restaient au final dans cette compétition parce que par la suite, c'est des pays en fait qui ont pris la relève. Ça s'est un petit peu transformé au final en Coupe du Monde de sport automobile, un petit peu comme là un Grand Prix si vous connaissez. On pourra faire une vidéo là-dessus aussi si vous voulez. Mais derrière, on a eu l'arrivée du coup du Japon, on a eu l'arrivée du Luxembourg, de l'Autriche, de l'Angleterre, la Nouvelle-Zélande, le Brésil, bref, pas mal de pays qui voulaient accueillir des meetings à la seule condition que ce ne soit pas un club, mais le pays qui roule dans ce championnat. Et là, malheureusement, c'est peut-être là où le projet s'effondre, parce qu'au final, cette saison 2011 n'aura pas vu la fin, tout simplement. Elle aura vu que 2 courses. 9 rounds étaient prévus de base au championnat, mais c'est seulement après le 2e que la compétition va s'arrêter. La fin de saison devait être accueillie par des pays comme la Corée du Sud, l'Australie, la Chine, le Brésil, et malheureusement, ils ont tous désisté, voilà, au dernier moment. Ils ont tous tout de suite trouvé des excuses pour se retirer du championnat. Plus assez de meetings, tout simplement, pour assurer le déroulement de la saison 2011, et le championnat s'arrête directement après la 2e course qui se déroulait à Zolder. La saison donc s'arrête à son début, quasiment l'Australie est donc championne entre guillemets devant le Japon et le Luxembourg. Et pourtant, annoncé comme prévu, la saison 2012 et la saison 2013 n'auront donc jamais lieu, et depuis la Super League Formula n'a malheureusement jamais repris. Je sais pas ce que vous pensez, vous, de ce format, en tout cas d'avoir des clubs de foot qui se lancent en sport automobile dans une catégorie un petit peu similaire à la Formule 1, ou en tout cas une catégorie de sport automobile. Moi, je trouve que l'idée sur le papier était quand même assez incroyable. Ça permettait de donner une visibilité de fou furieux au sport automobile à l'époque. Ça permettait aussi de ramener des investisseurs en sport automobile, de faire découvrir cette catégorie à peut-être des sponsors ou des présidents de clubs. Malheureusement pour moi, le plus gros flop de cette catégorie, ça a été le cash prize en fait. Ça a été les enjeux économiques à cette période-là. On est dans les années 2010, entre les crises financières et tout ce qui se passait à cette époque. Le modèle économique était si peu stable qu'on le voyait chaque année, ça évoluait, on gagnait plus, on gagnait moins. Un coup c'était à l'année, un coup c'était au championnat, que forcément ça a tout de suite désintéressé les grands clubs de football et qu'à un moment, la durabilité du projet n'était plus viable, c'était impossible de survivre d'un point de vue économique. En vrai, j'aimerais beaucoup revoir un championnat assez similaire. Alors est-ce que ce serait avec des clubs de football ou avec des marques ou quoi, je sais pas, mais en tout cas, on le voit par exemple en F1 Academy cette année. Les pilotes qui ne sont pas soutenus par des écuries de Formule 1 sont soutenus par des marques. On se retrouve avec du Tommy Hilfiger, on a Puma, on a bref des marques de cosmétiques. C'est littéralement des marques au final et non pas des équipes et des constructeurs de sport automobile qui sont représentés via des pilotes et via un championnat. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouvais ça très très cool. Bon, malheureusement, les Français, on n'a jamais réellement rien gagné dans cette compétition. On n'a jamais gagné un championnat.
championnat, on n'a jamais été sur le podium du championnat. Comme je vous l'ai dit, on a 2 victoires françaises avec Bourdet et Franck Montagny. En tout cas, je trouve que c'est quand même un championnat assez intéressant et qui mériterait peut-être d'être repensé. C'est quelque chose qui est passé à la trappe, dont on ne parle quasiment pas. Aujourd'hui, je pense qu'il y en a très peu parmi vous qui connaissent cette histoire. N'hésitez pas à aller vous documenter, vous trouverez plein d'archives, vous trouverez plein d'articles, plein de récits de courses et du championnat pour en apprendre un petit peu plus sur ce qui s'est passé en détail et chercher peut-être les performances de votre club préféré en Super League Formula. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, c'était l'occasion de parler d'un championnat qui a disparu, un championnat mine de rien sport auto, qui a croisé 2 des sports qui aujourd'hui sont peut-être les plus populaires dans le monde. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner, activez bien la cloche. N'hésitez pas à la partager à vos potes qui sont peut-être fans de football et qui ne le savent pas, qui ont eu leur club en sport automobile, ça risque de leur faire un choc. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, faites attention à vous et portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao, ciao.